et on a eu un bâtiment qui est sorti de terre. Donc, on est vraiment passé un bâtiment sorti de terre avec non seulement un bâtiment qui est sorti de terre, mais une maquette numérique. Et j'ai pu travailler concrètement sur des données BIM. Et ce qui est marrant, c'est que sur ce campus où je travaillais pour une organisation internationale, il y avait des bâtiments avec très peu de plans, des bâtiments avec des plans mis à jour et des bâtiments un bâtiment avec une maquette numérique. Et j'ai, dans différentes thématiques autour du facility management, que ce soit un peu anticipatif ou pour de l'exploitation même, j'ai pu voir la différence de traitement de données que j'avais et ce que ça rendait comme données pour l'exploitation sur différentes thématiques. Cet épisode est la deuxième partie du Facility Management avec Michael Arojo et Fouad Afawi. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, tu feras mieux d'aller la voir avant. Et si tu souhaites les contacter, les liens seront dans la description du podcast. Bonne écoute. J'imagine pour certains bâtiments, il y a différents types de bâtiments, industriels, logements, bureaux et autres. Et du coup, quand on a un site mixte, comment on gère ces différentes parties? Du style, par exemple, chez ma mère, il y a le partie en haut, c'est du logement, puis une partie en bas, c'est du commercial. Ouais. Alors, moi, je pense que c'est... la mixité rajoute encore plus de complexité. En tout cas, de mon point de vue, après, je laisse Michael vraiment d'un point de vue exploitation. Parce que les demandes, elles sont littéralement différentes. Rien que sur la vie d'un bâtiment. Il y a un local en dessous, donc il va fonctionner de 8h à 17h. Après 17h, généralement, ou 18h, il est fermé, donc les demandes ne sont plus là. Donc, si on avait uniquement un bâtiment de ce type-là, on peut rentrer dans une dynamique assez particulière. Le logement, c'est différent, c'est une vie... je grossis un peu, c'est de 18h à 6h du matin ou 8h du matin. Donc, c'est une autre catégorie où il y a une autre typologie de vie du bâtiment. Donc, durant la journée, s'il y a une panne ou autre, généralement, bon, maintenant, aujourd'hui, ça change un peu avec le télétravail, mais généralement, voilà, l'impact n'est pas si énorme. Donc, tu peux prendre plus de temps pour réagir, un peu plus de... Mais quand tu as de la mixité, donc tu mixes aussi, du coup, ces doubles horaires. Donc, tu es sur une double activité. Et en plus de ça, en rajoutant les contraintes des milieux commerciaux, donc où eux, c'est-à-dire eux, ils vont pas potentiellement accorder trop d'importance sur du chauffage, mais ils vont accorder beaucoup d'importance, je dis encore une fois en généralité, sur l'accès aux portes. Eux, ils ont une porte qui ne marche pas, les clients ne peuvent pas venir, etc. Alors que si on prend l'autre bout, le logement, pour lui, la porte, bon, elle ne fonctionne pas très bien, il peut l'ouvrir, il peut rentrer, mais pour lui, son ascenseur est important, son chauffage chez lui est important, son électricité est très important. Donc, c'est la mixité des deux rajoute les deux contraintes de deux métiers différents ou deux exploitations différentes d'un bâtiment. Et donc, ça, je dirais pas que ça double parce que ça somme pas forcément, mais ça augmente la difficulté. Et du coup, quelles sont les tâches communes pour ces différents sites? Alors pour ces tâches-là, d'un point de vue des métiers, c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire, il faut du chauffage, il faut de l'électricité, il faut du nettoyage, il faut de la gestion des déchets. Ouais. D'un point de vue des tâches, réellement, elles sont communes. Mais après, les spécificités de chacune n'est pas la même. C'est-à-dire, si tu as en dessous de toi un magasin de luxe, de vêtements de luxe, c'est-à-dire le nettoyage des vitres, etc., est super important. Alors que pour un bâtiment du logement, c'est-à-dire tu nettoies les terrasses et les vitraux de terrasse une fois par an, j'imagine. Ça doit être ça là. Mais tu vois, c'est-à-dire tu as cette activité-là de nettoyage qui est commune aux deux, oui. Mais la demande de chaque métier et les contraintes de chacun est différente. Ouais, l'importance, en fait, le curseur va être mis en fonction du type d'exploitation. Il y aura des importances principales sur d'autres et puis secondaires pour d'autres activités, en fait. Exactement. Il y en a, c'est ça, les métiers, ils sont communs, mais après, se dire, ouais, c'est une grosse priorité généralement pour les commerces, ce type d'activité, et c'est une plus grosse importance pour un autre milieu. Oui, alors la mixité, c'est une problématique qui va créer
aussi pour les installations, X éléments annexes nécessaires en plus, parce que forcément, il y a des choses qu'on n'aurait pas prévues si le bâtiment était que administratif. Donc derrière, on va avoir des installations supplémentaires, des endroits supplémentaires, une gestion supplémentaire. C'est comme un data center. Je veux dire, si on n'a que des bureaux, eh ben, on va caler notre data center que sur des bureaux. Par contre, si on commence à avoir des chambres froides, des open space ou des endroits où on va traiter de l'événementiel, bah, il va prendre une autre différente forme. Donc, si on a dans le même logement ces trois choses-là, ben, on va avoir X data centers complètement différents qui vont appeler des éléments supplémentaires à chaque fois. Et la réglementation aussi qui vient avec. On n'est pas dans la même réglementation sur le logement que sur du bureau. C'est-à-dire, on n'est pas sur les mêmes contraintes. C'est-à-dire, si on prend un bâtiment, je sais qu'ici à Lausanne, je regardais là un reportage sur la RTS pour le nouveau gros projet là à côté de la gare. Ils ont dit pourquoi on en fait 20% de logements et 80% de bureaux et pourquoi pas l'inverse parce qu'on a besoin de plus de logements ici à Lausanne. Et ils expliquaient en fait parce qu'on est à côté d'une gare et les contraintes de mettre des logements à côté d'une gare ne sont pas les mêmes que mettre des bureaux parce que d'un point de vue phonique, etc., on n'est pas sur les mêmes échelles. Donc quand on mixe ces deux activités-là, on prend les contraintes réglementaires du cas, donc c'est travailler sous contrainte sur celui qui est le plus contraignant. Donc ça rajoute, c'est là où Michael a raison, ça rajoute beaucoup plus de réglementation sur les deux. Ce qui est le plus engageant, donc sur un bâtiment, donc on en a parlé, c'est sur une salle à proprement dit où on va appeler sur la même salle la modularité. Et là, même d'un point de vue architectural, alors d'un point de vue exploitation, c'est encore pire. C'est-à-dire que la même salle va se transformer X fois dans la semaine ou dans le mois, voire le jour même, des fois pour l'événementiel. Et là, en termes, c'est pour ça que je pensais à ici. Et là, en termes d'exploitation, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Ben c'est vrai, ici, ben voilà, la journée, c'est une salle de conférence, voire même 3 salles de conférence. Exactement. Et ce soir, c'est un studio de tournage pour ce podcast. Exactement. Donc, à voir si sur l'exploitation, on a bien tout ce qu'il faut pour pas que ça nous crame ou ça, etc. Et en normes, etc. Bien sûr. Et en normes. Ouais. Et puis, bah justement, quelles sont actuellement dans vos métiers les difficultés que vous rencontrez tous les jours, enfin, ou les challenges, on va dire, alors pas forcément long terme, mais vraiment au quotidien? Alors, d'un point de vue gestion de projet, réellement, parce qu'on travaille beaucoup avec Michael sur la mise en place du coup de nouveaux concepts. On est vraiment sur de la gestion de projet, donc on n'est pas du tout, en tout cas moi, beaucoup plus sur les problématiques quotidiennes du FM. Donc moi, je rencontre les problématiques récurrentes de gestion de projet. Donc c'est la mauvaise communication, le manque d'informations, donc de data réellement disponible. C'est-à-dire les personnes, elles peuvent être de bonnes intentions, mais c'est juste qu'elles n'ont pas la data à dispo. Donc ça, ce genre de difficulté, l'une des plus grosses, et les plus importantes, en tout cas pour moi, c'est réellement d'un point de vue plan de communication global sur tout un projet. C'est-à-dire comment on commence par sensibiliser les personnes sur tel type de changement de procédure, comment aborder certains concepts aussi, parce que on a certains clients qui ont une idée, par exemple, de la réception, pour ne pas citer la réception, mais voilà, c'est la première qui me vient à l'esprit. Par exemple, la réception est définie dans un milieu de l'hôtellerie d'une certaine manière. Dans un site qui est totalement privé, la réception est différente. Donc, est-ce qu'on accueille du public ou pas? Et dans un autre métier, voilà, c'est ouverture totale au public, à n'importe qui, et tout le monde peut passer. Donc, la compréhension de la réception, elle est différente de chaque client. Donc, c'est là où on se rend compte où il y a beaucoup plus de difficultés, c'est comment on arrive à expliquer aux clients que voilà la réception, comment il faudrait la voir, et voilà comment il faudrait la faire, etc. Alors que pour lui, avec ses habitudes à lui, il dit moi, ça fait des années que je fais comme ça et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est là où c'est super intéressant parce qu'on est sur de l'interaction, sur de l'échange, sur des sujets où lui, il a des tendances, le client a des tendances particulières et nous, on a des schémas qu'on connaît et aussi de l'expérience et malheureusement peut-être une certaine déformation professionnelle et on se dit voilà, c'est comme ça.
Donc c'est cette mixité-là, ce mélange-là. Donc l'amélioration continue de nos propres process crée vraiment pas mal de difficultés, mais c'est dans tout process de changement ou d'amélioration, on est forcément confronté à ce genre de cas. Donc moi, typiquement sur mon métier, dans le métier du facility management, mais partie gestion de projet, partie appel d'offres, c'est réellement ces problématiques-là, donc de communication, de la gestion de la donnée et de l'implémentation d'un concept pour un client qui n'est pas concerné par le métier, qui, par exemple, une entreprise qui est dans la production horlogère, son corps de métier, c'est de faire de l'horlogerie. Donc, si nous, on arrive, on leur dit, attention, pour la gestion de telle zone d'activité, il faudrait faire comme ça, c'est assez conflictuel parce que pour telle personne, ça se gère pas comme ça. C'est là où c'est intéressant. Ouais. Là, c'est une notion plus facility management anticipatif. Ouais. Après, moi, l'expérience la plus traumatisante que j'ai eue en exploitation pure et dure, c'est tout simplement, c'est bête, mais on avait une fuite d'eau et on ne trouvait pas d'où venait la fuite. Donc moi, en tant que space manager ou autre, je vais chercher les plans. Il n'y a pas de plan. Donc là, c'est déjà la déprime totale. Je dis, mais d'où c'est qu'elle vient cette prise? D'où c'est qu'elle vient? Donc moi, j'essayais de savoir ce qu'il y a derrière les murs de ce bâtiment que j'ai pas de plan. Un sorcier. Presque un sorcier, presque. Donc il y a un monsieur qui est venu pour sonder en fait les zones de température, etc., pour voir ce qu'il y avait derrière ce mur, si on pouvait percer. Donc ça a été une recherche. C'est le projet le plus traumatisant de ma vie. Pourtant, j'ai fait une bonne centaine de projets d'aménagement, mais parce que j'avais pas de plan et j'avais pas de données et je savais pas ce qu'il y avait derrière ce mur-là. Ça a été le projet le plus traumatisant de ma vie. Ouais. Voilà. Et parce que j'avais pas les données, je ne savais pas ce qu'il y avait. Donc on a fait X fois du sondage, des trous. Et après, on a retrouvé ce fameux tuyau. Et après, on a essayé de faire passer une offre pour scanner ces environnements parce que sans plan, ça a été très pénible. Voilà. Moi, je suis curieux. Avant, vous avez parlé justement des processus Lean, Six Sigma. Alors, je me m'étais un tout petit peu documenté dessus, mais je pratique pas. Puis justement, j'ai vu que ça venait de Motorola. Le but, c'était d'économiser les déchets liés aux erreurs. Si j'ai bien compris, vous arrivez à expliquer un petit peu ce que c'est? Je peux me permettre juste là-dessus. Le Six Sigma, c'est américain, ça vient de Motorola. Ouais. Le Lean, c'est Toyota. C'est Toyota. Ça vient de Et Toyota. avant Toyota, c'était Taishi Odo qui a travaillé en fait à la base, juste parce que moi, j'ai été beaucoup là-dessus dans un cabinet de conseil. Le Lean Taishi Odo, en fait, il y avait sa maman qui faisait de la couture, qui a vu qu'il y avait beaucoup de pénibilité. Donc, il a automatisé le processus. À la base, c'est ça, le Lean. C'était d'automatiser le processus de pénibilité qu'il a reproduit tout doucement dans le secteur automobile et que Toyota a magnifié avec ses usines. Il y a eu le Fordisme. Et après, il y a eu le Lean qui s'est marié au Six Sigma parce que le Six Sigma donnait ce que tu viens de dire là. Alors le Six Sigma, le Six Sigma, c'est, je pense comme tu l'as dit, Voilà. c'est Motorola. Et si je veux pas dire de bêtises, et celui qui a fusionné les deux, le Lean Six Sigma, du coup, je pense que c'est General Electric. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça. Voilà. Et du coup, ils se sont dit, ok, on va prendre le Lean parce que ça fonctionne. Et le Six Sigma, ça fonctionne Et le Six Sigma pour mesurer. Exactement. Voilà. Donc le Lean, c'est pas que du waste, parce qu'il y a plusieurs choses dans le Lean. C'est-à-dire, c'est pour le simplifier, je pense que c'est trouver la méthode, comme le disait Michael, la moins pénible, la moins coûteuse et celle qui marche le mieux. Le principe d'un Lean, c'est quel est le meilleur processus. C'est-à-dire, le meilleur processus, c'est un processus à une étape. C'est bam, c'est fait. Donc, moins j'ai de processus intermédiaires, plus c'est lean et plus ça fonctionne. Le meilleur des processus, c'est un processus à une étape. Je déplace, c'est fait. C'est pas je dois demander à quelqu'un qui doit demander, qui valide, etc. Et le 6 Sigma, comme le dit très justement Michael, et il est plus amène à en parler, c'est sur une approche statistique et mathématique des optimisations. Donc le Lean, il dit par exemple dans une chaîne de production, est-ce que je mets en série l'une après l'autre ou je mets en cercle parce que c'est beaucoup plus simple. Par exemple, le McDonald's, je ne sais pas si vous avez vu le film, c'est-à-dire ce qui a fait l'optimisation, c'est que il s'est dit, moi, en travaillant sur un cercle très très proche, j'optimise mon processus, je fais moins d'étapes, etc. Donc ça, c'est du Lean.
Et si on se rapproche un peu plus du Six Sigma, c'est quelle est mon étude de toutes les productions que je fais. Je fais après encore une approche un peu plus statistique, donc une loi de Pareto. Je me dis, voilà, 80% des problématiques que je rencontre sont dues à 20% des activités que je fais ici. Donc, c'est quels sont ces 20%-là et comment je les traite après. Et après, c'est toute une démarche. C'est une question de passion, nous, qu'on a avec Michael. En tout cas, moi, j'essaie d'appliquer cette démarche-là parce que je sais qu'elle fonctionne. Elle a toujours fonctionné et elle est très procédurière et très bien calibrée et elle peut s'appliquer à tout projet. Elle peut s'appliquer à une vie, à notre quotidien, hein, sur toutes nos activités. On se dit comment je peux optimiser ça dans ma vie. Si tu prends une démarche de Lean, donc aussi qui est procédurière, parce que c'est le DMAIC, je pense, c'est DMAIC, donc Define, Measure, Analyze, Implement, Improve et Control. Donc c'est assez intéressant. C'est une roue de Deming qu'on appelle la roue de Deming avec un plan d'amélioration continue. Donc je fais une fois ce DMAIC, je mets un élément de contrôle ou de standardisation et je recommence. Et elle s'arrête jamais, en fait. Et c'est cette démarche un peu d'amélioration continue qu'on essaye d'avoir. Après, nous, on a parlé de Lean Six Sigma, mais on essaie de l'avoir aussi de manière agile de plus en plus. On parle d'agilité, Scrum, etc. Ouais. Donc, on est très à la page. Enfin, on se challenge beaucoup sur ces méthodologies parce qu'on pense que, en tout cas, surtout sur le FM, les petits projets, mais dans le FM anticipatif, ça devient très important pour aider les gens aussi à se mieux structurer. Bien sûr, il y a des gros mastodontes de la gestion de projet comme PMI, donc qui vont permettre d'avoir les best practices en organisation, en gestion de projet. Mais ça permet aussi d'avoir le bon élément de projet au bon moment et ça permet aussi de faciliter la conduite du changement, forcément. Ouais. Plus tu es armé en méthodologie, plus tu peux aider. Et c'est vrai que ça, dans le FM, on l'entend assez rarement, mais qu'on le revoit avec des concepteurs, qu'on revoit moins dans la construction. Et c'est une approche beaucoup qualité. Hein. C'est-à-dire, généralement, les personnes qui sont green belt, black belt, yellow belt, etc., généralement, ils sont dans des métiers de qualité. C'est-à-dire, bon, on se dit, voilà, on perd ou on gagne pas assez d'argent sur telle activité. Donc, il y a une équipe, réellement une équipe de Lean Six Sigma, normalement, qui vient et qui dit, voilà, on fait une étude complète de ça, voilà les améliorations qu'il faudrait qu'on fasse, voilà le type de contrôle qu'on devrait faire pour ça, pour valider bien que ce qu'on a implémenté sur place fonctionne. Donc, c'est vraiment une approche. Et je rejoins encore une fois Michael, c'est vraiment, on est dans de l'amélioration continue. Et le but réel de ça, c'est ce qu'ils appellent dans le Lean Six Sigma, le but ultime, c'est l'excellence opérationnelle. Et l'excellence opérationnelle, elle se décrit surtout dans le Six Sigma d'une manière chiffrée, c'est d'avoir de défauts, c'est-à-dire d'avoir 3,6 défauts par million. Donc 3,3 défauts par million. C'est là où on arrive sur une échelle de Six Sigma. Six Sigma, c'est l'outil statistique de l'écart type. C'est-à-dire, c'est combien je dois mettre comment je peux faire pour ne pas avoir assez de défauts. Donc, si je prends le Six Sigma, je suis à 99,99996% pourcentage du contrôle de mon processus. Et quand on arrive à ça, on se dit, il faudrait que, par exemple, sur une chaîne de production ou autre, il faudrait que si je sors 1 million de pièces, il faudrait qu'on en ait que 3 qui ont un défaut. Et ça, c'est l'excellence opérationnelle. Après, on peut relativiser. Mais on relativise, hein, quand même. Par exemple, dans le FM, dans la gestion des déchets, c'est déjà emmener une notion de contrôle et de mesure à tout ça. Une fois qu'on a une mesure, on définit un processus. Est-ce qu'on est dans une variance de 1 à 10? Et après, on réduit. Et une fois qu'on est amélioré, on met son KPI, on automatise et on passe à un autre processus. Mais on peut le faire aussi de manière très très simple et mesurable, qui après s'améliore. Et puis en fonction d'eux, on va avec des outils plus ou moins forts. Oui, parce que nous, dans notre métier, notre objectif n'est pas d'atteindre le Six Sigma. Le Six Sigma, c'est vraiment... Ça dépend ce qui a été ciblé. Ce qui a été ciblé. Parce que vraiment, moi, personnellement, je pense que les vraies entreprises qui devraient atteindre ce type de qualité pure de Six Sigma, on est dans l'aéronautique, dans le métier spatial, etc., où vraiment on est dans la pure, dans le pharma, vraiment. Et c'est pour ça que les microchips. Exactement, c'est vraiment dans de la pure production.
nous, dans nos métiers, déjà, si, comme disait Michael, sur certaines échelles, etc., si on arrive à améliorer la qualité, qu'on sait quels étaient les défauts, qu'on est tout le temps sur cette activité d'amélioration continue, qu'on se dise pas, OK, on a trouvé la solution, c'est bon, stop, on passe à autre chose. Mais si on est dans une thématique, OK, là, on a réussi à minimiser de 5%, comment on fait d'ici 1 an pour faire optimiser encore de 10%, etc. Donc, on est vraiment dans une démarche de qualité après. Trouver un plan, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis, ouais, on a abordé un tout petit peu l'agilité. Donc, il y a aussi tout ce qui est transformation. Avec un chef de projet, dernièrement, justement, je parlais un petit peu des bâtiments actuels. Et puis, on disait, voilà, il y a peut-être des locaux qui actuellement, ou bien des zones qui sont utilisées pour un certain usage, notamment peut-être des parkings, des espaces comme ça. Avec les changements, on va dire, un petit peu de société qu'on a à l'heure actuelle, les gens ont peut-être moins de véhicules privés, donc auront besoin dans quelques années de moins de ces espaces-là. Il y a aussi toute cette réflexion sur la réaffectation des locaux, en fait. Comment ça se passe niveau gestion des installations ou facility management, ces transformations-là? Alors là, il faut être très au courant des normes déjà, parce qu'il y a la mise en conformité. Donc là, on retombe sur des métiers de construction presque. C'est pour ça qu'un FME, maintenant au sens large, doit être de plus en plus polyvalent et connaître des normes, mais aussi travailler en relation avec les constructeurs et autres, parce que c'est vrai qu'on est dans de l'exploitation, comme on dit, on est dans la phase d'exploitation, mais on est en train de transformer un local qu'on avait préalablement défini pour une autre fonction. Donc, on réaffecte, on rétransforme. Donc, c'est un métier presque de rénovation, quelquefois aussi, qu'on va aborder. Donc, il y a la mise en conformité. Donc, on retombe sur des métiers de construction, mise en conformité, quelquefois d'architecture. Parce que, est-ce qu'on a, je sais pas, si notre parking devient ne serait-ce qu'un lieu de stockage, est-ce qu'on a suffisamment de détecteurs incendie? Est-ce qu'on les a calibrés? Est-ce qu'on a suffisamment de prises électriques? Est-ce que c'est des courants forts, des courants faibles? Donc on tombe sur des problématiques qu'on a dans les phases de conception et on refait un projet en fait. Et c'est vrai que je vois de plus en plus ce type de demande arriver au facility management, ce qui était carrément inenvisageable il y a quelques temps. Là, j'ai un projet de rénovation, je vais aller revoir un maître d'ouvrage ou je vais aller voir un architecte qui va prendre en main cela. Mais ça commence à venir chez nous parce qu'on a peut-être des compétences aussi qui commencent à aller, mais ça n'empêche pas que nous, on va pas aller sur des verticales qui sont pas les nôtres. On va peut-être prendre ça avec la casquette FM et travailler avec un architecte, etc. Mais on va être avec lui pour l'exploitation même de ce site, ce qui n'était peut-être pas le cas dans la construction du bâtiment. Ok, donc dès qu'il y a une modification de loi ou de normes, si je prends par exemple la LN, tout ce qui est PMR, du coup il y a une mise en conformité de certains bâtiments. Donc pour vous, ça implique aussi des changements. Ça implique des changements. On va travailler avec l'ingénieur main dans la main, en prenant en compte ce qu'on a nous en exploitation, et en transformant nos habitudes en fonction de ce que l'ingénieur va nous recommander. Donc ça, c'est des choses que nous, on voit de plus en plus, où on n'était peut-être pas forcément sollicité, où maintenant on est sollicité, on travaille main dans la main avec... c'est vrai que c'est de plus en plus apparent. Et moins, pour moi, prendre un peu plus de recul, dire moins de transformation aussi lourde qu'un parking, etc. Je pense que le quotidien, par exemple, de Michael, c'est la retransformation même des espaces de bureau. Aujourd'hui, par exemple, je sais pas, ce bureau-là, il a été dimensionné pour 1000 personnes. On va demander au facility management avec le télétravail, etc., les smart bureaux, flex, etc. Donc le post-sharing, etc. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, on demande à Michael, aux activités de facility management, voilà, comment on réarrange, comment on refait toutes les zones, comment on refait les bureaux, etc. Donc ça aussi, c'est en train de basculer de plus en plus vers le facility management parce que les propriétaires et les clients et même les locataires parfois de ces bâtiments-là se rendent compte que potentiellement, dans le facility management, il se peut qu'il y ait ce service-là. Parce qu'ils se disent, OK, ils font tel métier, etc. Je vais leur demander la réhabilitation de mon parking.
Et là, on va dire, nous, notre casquette de polyvalence, en rajouter encore une autre ligne, c'est un beau challenge pour nous, mais on va le faire. On nous dit de réorganiser tous les bureaux. On se dit, OK, nous, on a un espace, tout un pôle de space management. Donc voilà, comment on déplace toutes les cloisons, comment on réorganise on refait les plans sur AutoCAD, on fait tout. Donc c'est un petit maître d'ouvrage aussi. Un petit maître d'ouvrage, ils se disent, OK, là, au lieu de passer par... En tout cas, moi, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est là où j'ai grandi aussi sur le métier un peu de maîtrise d'ouvrage, je me suis intéressé au BIM, etc. C'est que, on se pose des questions de détection incendie, de luminosité, d'électricité, de courant, d'RJ45, de modularité si ça n'a pas été prévu, comment est-ce qu'on adapte ça? Et puis après, on fait les plans, on les travaille, et là, on est presque plus dans les métiers de facility management, mais la demande est pour le facility management. Donc c'est là où le facility grossit de plus en plus. Et où je rejoins vraiment tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire ça a commencé peut-être par un concierge de bâtiment, et petit à petit, ils ont dû lui dire, en fait, tu sais faire ça, pourquoi tu fais pas ça? Et petit à petit, ça grossit, et nous, de plus en plus, on absorbe. Et là, on se rend compte aussi que, voilà, on est sur des métiers même de consulting, de comment on participe au change management interne dans certaines équipes, comment on participe à l'implémentation de certaines zones de production. Donc on grossit nos métiers, on rajoute de plus en plus de casquettes, et ça crée une grosse diversité. Après, de talent management, si on prend le concierge de base qui, à l'époque, déplaçait le mobilier ou qui réparait les serrures ou autre, là, moi, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va savoir de quoi on parle quand on parle de câble HDMI. Enfin, voilà, si on a une salle qui devient, comme ici, une salle de conférence, etc., est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu arrives à brancher un PC? Est-ce que tu arrives à le configurer? Et on est en train de changer ces métiers-là aussi, quoi. Et on suit cette vague-là, hein, pour répondre à ta question, Sven, c'est ces différentes transformations de parking, transformations des locaux. On est vraiment dans une tendance, dans une vague où les bureaux, on n'a plus la même relation avec les lieux de travail qui ont été déplacés du coup de zones de bureaux à la maison, etc. Donc ce genre de transformation-là, on est dans cette vague-là parce que c'est réellement notre cœur de métier. Mais ça se transforme aussi sur les lieux de production. Hein. Sur les lieux de production, les totalement. lieux de production qui commencent à se modulariser sur différents types de production, où il va falloir vite ranger des éléments pour en sortir des nouveaux, pour avoir des nouvelles outils à disposition, que ce soit au niveau de l'électricité ou en termes de tuyauterie ou en termes d'arrivée d'eau. On se rend compte que même sur les lieux de production, pour le projet pour lequel on est en FM anticipatif, on est sur des modularités et les besoins d'exploitation qui commencent à être multiples aussi, quoi. Donc, du coup, si je comprends bien, vous devez suivre vraiment toute la législation, les normes et tout, de tout. Je vois, c'est très, très vaste. Est-ce qu'il y a une norme spécifique FM? Vous pouvez conseiller Tu avais parlé de Prolemo. Ouais, alors, je sais pas justement. si c'est une norme. Mais... Prolemo, ouais, c'est une bonne procédé, en C'est fait, des bons procédés, de processus FM qui vont déterminer, en fait, et qui vont segmenter les processus de facility management. Par contre, après, les normes, on est obligé de travailler toujours en lien étroit avec tout ce qui se fait au niveau de la SIA, au niveau des cabinets divers, des bureaux d'ingénieurs, pour pouvoir... Donc nous, on n'a pas la prétention de pouvoir aller sur ces éléments-là, mais on va travailler main dans la main avec eux. On fait des benchmarks des fois pour le client, parce qu'on doit aussi garantir le meilleur prix. Pour ça, il faut qu'on ait compris ce qui est attendu dans l'aspect normatif, que ce soit pour le feu, que ce soit pour une installation, que ce soit pour d'autres. Donc nous, on va garantir au client qu'on lui donne ce qu'il faut avec la meilleure personne au meilleur prix. Et ça, c'est le lien qu'on va faire. Donc on va avoir de la préanalyse, en fait. Mais on va pas rentrer sur une norme ou sur un aspect réglementé qui va devoir être fait quand même par un ingénieur, en fait. Voilà. Il faut quand même aussi donner ce qui est à César, ce qui est à César, mais on va de plus en plus préparer son arrivée. Ça, c'est sûr. Et on va de plus en plus se challenger par rapport à ce qui est attendu. Ouais, parce que finalement, vous alliez avoir la demande de l'exploitant, de l'entreprise de dire « j'ai besoin de faire une transformation », la demande va arriver chez vous,
puis vous allez devoir réaliser le miracle, on va dire, de dire comment on le fait dans les délais, dans les coûts, alors si c'est possible, toujours, dans les délais, dans les coûts, avec le meilleur résultat possible et le minimum d'impact sur le fonctionnement actuel de l'entreprise. C'est ça. Et dans le respect de la réglementation actuelle sur laquelle, du coup, parce que nous, nos activités, elles vont découler de ça aussi. Hein. C'est-à-dire, s'il y a un changement de réglementation sur le service incendie, sécurité incendie, donc nous on va nous donner, on va nous dire, voilà, il y a eu un changement. Il y aura un changement de toutes les têtes d'incendie qu'il faudrait remplacer parce qu'elles ne sont plus aux normes. Et nous, on doit aider, accompagner le client dans cette démarche-là, lui dire, voilà, bon, comme disait Michael, le meilleur prestataire pour faire ça, voilà, etc. Donc, nos activités aussi découlent de toutes les réglementations. Mais... C'est assez drôle parce que quand on nous entend parler, en fait, ce qu'on va faire pour une transformation, c'est ce qu'on fait en FM anticipatif, en fait. C'est ça. Exactement la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on va dire, écoutez, vous devez faire ça en haut, on va prendre le meilleur fournisseur, on va préparer un petit cahier des charges, etc. On va préparer les données pour qu'on puisse les avoir exploitables pour les plans de maintenance. Et en fait, on va préparer la même chose, mais en vue de l'exploitation. C'est comme on ferait dans un FM anticipatif. Mais en étant exploitant, on a toutes les données en amont. Mais c'est ce qu'on attendrait aussi du FM anticipatif quelque part. Lors des projets, on entend souvent que le BIM ou la construction numérique, c'est surtout pour l'exploitation. Toi, Michael, tu as fait justement le CAS en coordination BIM. D'ailleurs, on était dans le même volet à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg 2020-2021. Qu'est-ce que tu venais y découvrir? C'était quoi le but pour toi? Alors justement, moi j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre ma venue auprès de vous, donc j'étais un peu l'extraterrestre de la promotion. Et en fait, c'est assez drôle parce que j'ai vite pris un rôle qu'il n'y avait pas où toutes les questions autour de l'exploitation se tournaient vers moi, avec des questions assez directes, assez curieuses de la part de notre classe. Et j'étais assez content parce que je voyais l'intérêt, en fait. Et dans cette classe, il y avait des architectes, il y avait du génie civil, il y avait des gens qui travaillaient aussi sur des plateformes pour les maîtres d'ouvrage ou d'autres. Et mes réponses étaient vraiment attendues. Et c'est marrant parce que aussi dans le facility management, donc l'entreprise qui m'a envoyé, qui a accepté de prendre en charge ce CAS, on comprenait pas trop ce que je venais y faire. Et derrière, j'ai eu beaucoup de retombées. Donc j'ai eu des retombées non seulement vis-à-vis de cette entreprise qui a gagné des mandats grâce à ça, donc directement, donc elle a plus que remboursé son investissement, mais aussi auprès de mes collègues. Donc aujourd'hui, par exemple, je suis là pour parler du facility management et du facility management anticipatif. Donc il y a cette continuité et je vois qu'en fait le facility management a vraiment son rôle à tenir et dans cette thématique BIM aussi également. Et en quoi le BIM peut changer les choses dans le FM? Alors justement, c'était le sujet de mon CAS. Parfait. Donc voilà, donc nous j'ai eu la chance parce que le CAS a eu lieu sur 2 ans avec le Covid et on a eu un bâtiment qui est sorti de terre. Donc on est vraiment passé un bâtiment sorti de terre avec non seulement un bâtiment qui est sorti de terre, mais une maquette numérique. Et j'ai pu travailler concrètement sur des données BIM. Et ce qui est marrant, c'est que sur ce campus où je travaillais pour une organisation internationale, il y avait des bâtiments avec très peu de plans, des bâtiments avec des plans mis à jour et des bâtiments un bâtiment avec une maquette numérique. Et j'ai, dans différentes thématiques autour du facility management, que ce soit un peu anticipatif ou pour de l'exploitation même, j'ai pu voir la différence de traitement de données que j'avais et ce que ça rendait comme données pour l'exploitation sur différentes thématiques. Ok. Et t'as fait comment vu que t'es un campus, que t'as dit que t'avais des plans, t'avais d'autres données, machin, et comment t'as fait pour récolter tout ça et comment t'as fait aussi pour synthétiser, pour que ce soit cohérent avec toutes les données? Alors, le problème, c'est qu'on n'avait justement pas cette cohérence de données, en fait. Il faut être complètement transparent. Quand on parlait de ce nouveau bâtiment, j'avais tout à jour. Je sais pas, j'ai mon handyman qui avait une serrure à faire. Quelle porte, quel endroit? Attends, je t'envoie. Tiens, comment une serrure là? J'ai envoyé donc tous les éléments qu'il y avait sur le colis. Il avait le bon élément. Hop, pile poil, il rentrait. Sans faire ne serait-ce, je lui demandais pas de faire un ticket. Je lui demandais pas d'aller sur place, de vérifier les cotes, etc. Que le sujet plié en quelques secondes. Pour le même sujet, au même endroit, sur un autre bâtiment, il fallait prendre les cotes.
quelle était la porte déjà? Est-ce que le client veut le même type de porte? Est-ce qu'elle existe encore? Enfin voilà, c'était assez chaotique et d'un sujet qu'on peut traiter en 3 clics quelque part, on se retrouvait à des sujets qui duraient des mois avec un S. Donc voilà, la différence est assez flagrante sur des sujets assez simples. Ouais. Tu as parlé de Kobe. Est-ce que tu arrives à expliquer ce que c'est facilement le Kobe pour des gens qui font du BIM mais qui ne connaissent pas forcément le Kobe? Le Kobe, moi j'ai eu la chance de faire cette formation, donc de savoir en détail ce que c'est, mais d'une manière assez générale, pour les gens qui vont faire de l'exploitation, le Kobe, ça va regrouper en fait tous les éléments du bâtiment, avec les nomenclatures, les classifications, qui sont assez simples en soi. Donc il y a des nomenclatures qui sont propres aux murs, aux portes, aux éléments d'électricité, du sanitaire, du chauffage, et qui vont être retranscrits sur une liste, généralement à l'Excel quand on l'extrait, et qui vont permettre en fait de réénumérer tous les éléments. Et ces éléments-là, ils vont prendre quel est le fournisseur, quel est le type de matériel. Et ces éléments-là, en tout cas, pour quelqu'un qui fait des passions, sont très intéressantes parce qu'elles vont lui permettre après de recommander la même chose, de pouvoir changer ces matériels-là, de savoir ce qu'elle a en stock, de savoir où est-ce que c'est situé, parce qu'il y a la notion aussi d'espace qui est dedans. Et c'est très grossièrement, c'est ça en fait. C'est pas beaucoup plus compliqué, mais vu qu'il y a X dizaines de centaines, milliers d'éléments, ça fait très vite beaucoup de données et on peut vite s'y perdre. Mais très grossièrement, c'est ces éléments-là. Et donc, c'est structuré par espace, donc par local, pièce, bâtiment, etc. Exactement. Donc, on sait où ça vit. Exactement. Et puis, c'est finalement toutes les informations dont tu as besoin pour maintenir ou faire la continuité du bâtiment. Tout à fait. Moi, j'ai eu un test assez marrant pendant que je préparais mon CAS. Donc, il y a encore une fois, j'avais une problématique. Je vais prendre des choses un peu simples sur une boîte au sol. Donc, on devait réaménager un espace. Oui, je sais pas où est la boîte au sol et tout. Je dois aller sur place et tout, prendre les codes tout le temps. J'ouvre la maquette, donc je montre, je clique sur la boîte au sol en question. Donc il se rend compte de quelle est la boîte au sol en question, quel est l'impact, quels sont les murs qui sont liés avec ça, qu'est-ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit commander. Il était à côté de moi, donc il me dit mais j'ai pas besoin d'aller sur place. Non, c'est bon, tiens, je te l'envoie. Hop, envoie par mail et puis c'était lancé. Donc ça, c'est des choses quand on voit quelqu'un d'exploitation réagir comme ça et éliminer toutes ces phases où il devait contacter le fournisseur, aller prendre des cotes, aller sur place, ouvrir un ticket, ouvrir des rapports c'est assez surprenant. Et quand on voit que c'est réglé en quelques secondes, on voit déjà l'effet du BIM sur le FM. Et du coup, le format Kobe, tu l'as intégré dans ta maquette? Alors, le Kobe était déjà, il était livré. Exporté de la maquette. Ouais, voilà, okay. voilà. Il était déjà exporté par l'entreprise qui a été mandatée et qui nous l'a remis. Ouais. Okay. Mais moi, j'allais le voir directement sur la maquette également. Ouais, c'est plus facile pour toi. mais du coup, le format Kobe, tu l'as exporté dans un produit final. C'est quoi le produit final? Le problème qu'on a aujourd'hui, en tout cas sur ce travail-là, enfin, j'espère que dans d'autres, je pourrais être beaucoup plus anticipatif, c'est que le CAFM était déjà existant. Donc, du coup, il a fallu convaincre... Oui. Tu peux juste expliquer peut-être ce que c'est le CAFM? Vu que je vais beaucoup parler, vu que c'est la notion BIM, je vais laisser peut-être... Non, vas-y. Alors, c'est Computer Aided Facility Management en français, parce qu'on me l'a demandé il n'y a pas longtemps en français, j'étais incapable de le transcrire, mais c'est comme la GMAO, c'est de la gestion de maintenance assistée par ordinateur, mais de Facility Management assistée par ordinateur. Donc, en fait, elle prend donc une GMAO, les notions de GMAO, mais également de notions financières. Et dedans, en fait, on divise les éléments et les pratiques qu'on a au sein selon les contrats définis par Facility Manager, par type d'éléments, aussi d'espace, etc. Donc, ça ressemble beaucoup au Kobe. Le problème de cet outil, c'est s'il a été fait en amont du Kobe, on a des champs qui sont pas les mêmes et qui vont pas prendre en compte certains éléments qu'on a dans le Kobe. Et ça, pour faire de l'interopérabilité des données, ça devient assez problématique parce que si nous, par exemple, je sais pas, cette pièce, elle s'appelle B010 et que dans mon Kobe, elle s'appelle B915, déjà, on va avoir une problématique pour matcher ces différents champs. Et ça, pour l'exploitation, ça devient problématique parce que moi, il va falloir que dans mon champ de données, je puisse coordonner ce B010 avec le B915. Donc ça, c'est juste un petit exemple qui peut se multiplier 100 fois, 1000 fois. Ouais. Et ça, c'est un travail qui doit se faire normalement en amont. Et
en se basant sur le COBie. Sinon, avoir un CAFM qui arrive à lire et à se mettre à jour. Mais ça, je sais pas si ça existe. Ouais, ça c'est une problématique qu'il y ouais. a, et c'est une problématique qu'il y a aussi en effet émancipatif, qui a de plus en plus auprès du maître d'ouvrage aussi. Mais en tout cas, moi je vois les effets directs sur l'exploitation, les problématiques après. Et puis après, on va peut-être en parler plus tard, mais c'était le but de mon rapport, c'était comment valoriser le patrimoine numérique. Bah pour le coup, là, on va avoir du mal à remonter les données et pouvoir valoriser cette maquette avec des données mises à jour, etc. Et sans BIM, historiquement, le Alors, FM, ça se passe comment? Sans BIM, Alors sans BIM, non, vas-y, mais en fait, moi en tout cas, sur la partie appel d'offres, aujourd'hui, j'en vois pas beaucoup qui nous donnent une maquette BIM, ce qui est dommage, puisque je pense que ça simplifierait la réponse aux appels d'offres d'une manière incroyable. Malheureusement, aujourd'hui, moi, de ce que j'ai, c'est je reçois en fait soit un tableau Excel, soit un document PDF qui résume un peu, mais qui représente pas forcément la réalité continue et de la vie du bâtiment. Hein, parce que quand on me l'envoie, le tableau Excel à un instant T, le temps de réponse est de 3 mois. En 3 mois, énormément de choses ont changé. Donc, sans BIM, la vie est compliquée. En tout cas, sur la partie pré-facility management, donc sur les appels d'offres et tout. Donc moi, personnellement, j'en vois un grand intérêt. La seule interrogation que je me pose, c'est quelles sont mes compétences qui me permettent de, moi, en tant que personne qui répond à un appel d'offres, d'utiliser une maquette BIM. Est-ce que c'est... Parce que moi, je suis un novice complet, hein, c'est-à-dire quel type de formation j'ai besoin, quel type de logiciel j'ai besoin pour l'ouvrir et comment je lis cette information. Après, c'est ça la vraie question que moi, de mon côté, je me pose. Et la vie sans BIM en exploitation, ben, c'est tout le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, ben, on est avec son maître, ses mesures, on doit aller... C'est très embêtant parce que, tiens, dans tel bureau, là, il faut changer telle et telle prise. C'est quoi la prise déjà ? Et le gars doit aller là-bas, m'envoyer une photo. Est-ce qu'il a pris la bonne photo? Ça se trouve, il a pris la photo de celle-là au lieu de me prendre celle-là. Donc moi, j'ai pris la prise qui était dans le coin et je commande celle-là et c'était pas celle-là. Et ça, c'est des erreurs qui arrivent assez... Et c'est du temps perdu. C'est du temps perdu pour moi et c'est du temps perdu pour la personne que j'ai mandatée pour aller... Parce que moi, je reste encore derrière mon PC, donc je peux traiter mes mails, les plans, etc. Mais pour cette personne-là, c'est X de temps perdu qu'il aurait passé sur des tickets, sur des choses qui auraient été à rentabilité. Donc c'est des choses assez marquantes et qui peuvent aller très loin et qui peuvent prendre beaucoup de temps quelquefois aussi. Puis pour le client final, en fait c'est aussi un problème parce que finalement si tu avais l'information directement, tu commandes, je veux pas dire sous 48 heures c'est fait, mais je veux dire assez rapidement tu as l'intervention, c'est changé, le problème il est résolu. Si tu dois déjà mandater quelqu'un pour aller voir, c'est pas dit qu'il puisse aller le jour même. Qu'il est, la semaine suivante, il consulte ça, il fait la photo, ça vient vers toi. On revient sur le Lean. Hein. Sur le Lean, là, entre le BIM où en 3 clics, tu as la réponse, tu as la pièce en 48 heures. Et aujourd'hui, on n'en est pas là. Ça peut être très, très, très problématique. On s'en rend même pas compte parce qu'on dit oui, c'est bon, j'ai un gars pour faire ça, etc. Mais ça peut être très problématique puisque des fois, même sur des éléments, on retrouve pas le fournisseur. Et si on retrouve pas le fournisseur, quelquefois, rien que cette recherche de fournisseur, elle peut mettre énormément de temps. On peut y passer derrière 2, 3, une demi-journée, laisser traîner le sujet parce qu'on n'a pas trouvé la réponse également. Donc ça peut aller loin. Le temps d'attente derrière, quand on parlait de Lean, le temps d'attente et de waste, de gaspillage, il peut être énorme. Mais des fois, on se rend juste pas compte. Mais nous, on voit, par exemple, dans les appels d'offres qu'on fait pour les entreprises de construction, maintenant, de plus en plus, elles nous demandent si un modèle existe. Puis donc, on fait la mise en appel d'offres traditionnelle avec les soumissions, etc., les documents standards. Et puis, soit il faudrait mettre en annexe ou bien pour information le modèle en plus. Ça, pour moi, ce serait la meilleure façon de procéder. Et puis, l'autre chose, c'est que tout d'un coup, on a l'entreprise qui nous dit nous, on est équipés pour traiter les modèles. Est-ce que vous pouvez nous fournir le modèle ? Alors après, il faut convenir ensemble du format, de la version, etc. Puis quelle est la valeur exacte de ce modèle-là. Mais typiquement, de plus en plus, maintenant, les entreprises commencent à avoir des gens qui sont capables de lire des IFC, extraire des informations, des quantités, etc.
Puis pour faire un devis, ça va aussi plus vite. Oui. Plutôt que d'aller mesurer, enfin, ou compter sur un plan, mais mesurer, etc., ben là, on clique dessus, on a les infos. Donc, ouais, je pense que la même problématique, on l'a aussi dans la phase projet, construction actuellement, c'est simplement, il faut qu'on change un peu nos façons de travailler. Et puis que ce modèle qui a été produit soit réutilisé au maximum par tout le monde. Mais du coup, qu'est-ce qui change avec la digitalisation ? Alors, nous, en tout cas, sur le Facility Management, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on représente X dizaines ou centaines de métiers, quelquefois. Donc, du coup, ces X dizaines de centaines de métiers se digitalisent également. Hein. Ça va de la conciergerie, du nettoyage, à la gestion des déchets, au courrier, à l'économat. Et du coup, ça fait X entrées ou input de données. Donc, F2X est égal Y. Hein. On a plein de données qui arrivent pour des objectifs qui sont différents, des Y différents. Et ces données-là doivent rentrer chez nous en exploitation pour un CAFM normalement, pour qu'on puisse les traiter. Et le problème de cette digitalisation, c'est la donnée en masse. D'ailleurs, je l'ai évoqué dans le cas. C'est la donnée en masse qu'on a à traiter et qu'on va devoir retranscrire pour les besoins métiers et pour les besoins du facility management. Et cette donnée, non seulement des fois, elle vient de systèmes qui sont pas les nôtres, donc on va devoir être sûr de pouvoir capter ou reconsolider. Et quelquefois, elles sont aussi en interne, mais mal gérées. Ça aussi, c'est un problème, la qualité de la donnée, quel type de qualité de données. Et ce qui est aussi très embêtant pour nous, c'est le volume de données. C'est-à-dire que quelquefois, on va avoir un volume de données sur certains aspects qui vont être très, très importants. Est-ce qu'on a bien périmétré ces aspects-là pour avoir les données qu'on a besoin au moment où on en a besoin seulement? Alors oui, c'est ça, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec Michael, c'est comment la donnée, elle est reçue, mais tout d'abord, c'est est-ce que la personne qui saisit la donnée a compris l'intérêt de cette donnée? Et du coup, c'est à nous de dire comment il la remplit. Par exemple, moi, je sais qu'on a un cas assez récurrent. On a un champ donc totalement digitalisé. Hein, c'est-à-dire une personne qui intervient. Voilà, il y a une fuite d'eau, donc il prend une photo. L'information, elle est directe, elle est instantanée, elle remonte dans nos systèmes, etc. Mais on a mis assez de champs qui doivent être remplis par la personne. Donc, elle n'a pas été assez sensibilisée, je dirais. C'est pas de la formation, c'est de la sensibilisation sur les champs qu'elle doit remplir. On a certains qui sont plus ou moins intéressants pour le backup, le back-office pour traiter la donnée, et qui pour lui n'est pas intéressante. Il dit fuite. Mais nous, dans ce champ-là, on a besoin de la fuite, dans quelle zone, quelle est l'intensité de cette fuite-là, etc. Donc là où je rejoins Michael, c'est sur cette digitalisation de tous les métiers. Ils sont au courant, ils sont formés, parce que maintenant c'est devenu main courante de leur quotidien. Hein. C'est-à-dire toute intervention, elle passe par tout un système assez particulier, mais la sensibilisation par rapport à l'intérêt de cette donnée-là, on n'y est pas encore. C'est-à-dire bien saisir l'heure d'intervention, l'heure de fin, quel type, quelle zone, etc. Là, il y a une disconnexion par rapport à ce que va être utilisé et comment elle va être traitée, la donnée. Donc, c'est là où, dans la digitalisation, nous, dans nos métiers, elle est bien implémentée, bien vue. C'est-à-dire, c'est même en l'avant. Hein, c'est-à-dire, nous, on dit, voilà, on est parmi les seuls à être quasiment totalement digitalisés sur tous les métiers, hein, du nettoyage aux techniques, etc. Mais malheureusement, la donnée qu'on récolte, il faut qu'elle soit bien faite, bien ordonnée, etc. Et c'est là où la complexité, elle arrive sur la création même de cette digitalisation. Et puis après, c'est le niveau aussi de digitalisation qu'on donne. Aujourd'hui, on donne, par exemple, aujourd'hui, on a développé la mobilité de plus en plus. Donc, on peut faire tout. Par exemple, sur des sites, plus de 2000 personnes peuvent faire des tickets pour X raisons. Donc, par exemple, on a développé une interface sur un téléphone où on donne l'application disponible de conciergerie générale sur l'application téléphone, et les gens peuvent faire des tickets à la demande, par exemple, sur tout type d'éléments. Donc, ça fait qu'on fait X demandes. Donc là, on traite de la volume. Par exemple, je sais pas, je suis allé dans un bâtiment qui est oui.
Pardon. Ouais, merci. Je suis dans un bâtiment où il y a plus et puis je peux faire des tickets parce que j'ai vu que la plante était mal arrosée, j'ai vu que la chaise n'était pas au bon endroit, j'ai vu que l'ampoule était cassée. Est-ce que cette expérience-là ou expérience utilisateur, plus tu multiplies justement les points d'entrée, plus tu as de données, mais comment filtrer Enfin, tu dois faire un filtre de toute manière. Alors, ce filtre, nous, on le fait via ce qui a été déterminé par le contrat. Par exemple, on va dire il y a un SLA. Et c'est là, comme il l'a bien dit, nettoyage, et c'est là jardinage, et c'est là IT, et c'est là mobilier, et c'est là. Et en fait, on va recevoir donc ces tickets dans les familles qui ont été déterminées contractuellement. D'accord. Et après, elles vont être dispatchées pour être effectuées. Mais là, on a X centaines de données qui viennent par rapport à un traitement habituel, quoi. Alors, et en plus, par rapport à ça, parce que je l'ai vécu récemment, juste pour précision, donc SLA, c'est Service Level Agreement. Donc, c'est vraiment comment on interprète tel ticket à quelle priorité. Donc, est-ce que c'est priorité 1, donc urgence maximale, c'est mise en danger d'une personne bloquée dans un ascenseur ou autre, ou vraiment, donc ça, urgence 1, donc intervention au bout de 30 minutes, etc. Ou sinon, urgence 4, voilà, il y a une plante, il faut l'arroser, on a 48 heures, 72 heures, etc. Alors, là où il y a une grosse problématique par rapport à l'ouverture de temps de données qui rentrent, ce que j'ai rencontré, c'est une des problématiques, c'est la redondance de ce ticket. Typiquement, il y a du café qui a été versé, il y a une personne qui va le signaler, après il y a une autre personne, etc. Mais on n'est pas en mesure aujourd'hui de dire que tel ticket, il est redondant, sauf après post-analyse, etc. Donc là, par exemple, nous, on sort la data, on se dit, waouh, le 17 mars, on a eu 300 tickets, qu'est-ce qui s'est passé? Et même, parce que notre interface, elle est totalement en temps réel avec le client, donc le client, il peut voir à tout moment toute la data, comment elle est traitée, mais elle n'est pas assez poussée, même d'un point de vue intelligence artificielle derrière, pour dire attention, c'est la même chose, on est sur le même site, on est sur le même truc, donc c'est le même problème, c'est la même tâche de café, donc une analyse de la photo, c'est là où on va arriver plus tard dans ces domaines-là, hein, où qui disent, donc le client, il nous dit attention, vous avez 300 tickets, qu'est-ce qui se passe sur mon site? Mais vous inquiétez pas, c'est juste une tâche de café qui a été redite 300 fois. mais on en est à cette réalité-là de post-analyse au bout à la fin d'un trimestre, on doit rendre un rapport d'intervention où on arrive, quand on sort de la pure data comme ça, synthétisée, on se dit ok. Et c'est là après le rôle du facility manager de se dire attention, on va se calmer. C'est une problématique de telle ou par exemple ce qu'on rencontre très généralement aussi dans les immeubles privés, donc du logement, c'est des problématiques. Par exemple, une personne qui ouvre un ticket, elle a tendance également à la réouvrir plusieurs fois dans l'intérêt d'augmenter la priorité de l'intervention. Typiquement, voilà, il y a un bruit qui le gêne, il y a du vent, il ouvrira le ticket le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Donc on se dit, mais c'est un problème. En fait, il est défini comme un problème qu'on peut résoudre au bout d'un mois, mais la personne, elle est urgente. Donc c'est là où aussi ouvrir une remontée de data d'un point de vue digital, parce que c'est extrêmement simple, ça a des conséquences aussi un peu où il faudrait derrière qu'il y ait une bonne analyse ou une bonne interprétation. Justement, c'est ma question, parce que plus tu donnes l'accès à ça, plus tu as de données, mais comment justement enlever justement toutes ces redondances, tous ces non. Alors aujourd'hui, c'est un humain qui le fait. Oh, ok. La donnée, elle arrive, elle est traitée comme elle est. Parce que voilà, c'est-à-dire nous, on a une donnée qui rentre, on a un logiciel qui dit voilà, bon, qui va dans telle priorité de telle chose, etc. Et du coup, on a d'un point de vue du helpdesk ou des personnes qui doivent intervenir l'urgence du problème, mais on a le logiciel ne traite pas la donnée, ne la comprend pas. Mais on va arriver à un monde où cette donnée-là, plus tard, ne sera plus faite par un humain. Puis il n'y a pas que la traiter, il y a aussi la corréler. La corréler, par exemple, on a des choses un peu plus qui sont de la technique du bâtiment. J'ai froid, j'ai chaud. Donc déjà, c'est du ressenti personnel.
il faudrait qu'on puisse corréler ces données avec justement de l'IoT, par exemple, pour dire attention, tel endroit, quand j'ai froid, j'ai chaud, on sait qu'on est entre 18 et 22, on est bon. Et puis, il nous enlève tous les tickets et puis il fait un truc automatique. Vous êtes entre 18 et 22 degrés selon les conformités ou les normes que nous avons fixées dans le bâtiment. Donc, typiquement, on est encore loin de ça en termes de facility management. Mais concrètement, oui, on reçoit de la donnée, une analyse qui se fait, un push qui se fait pour répondre à une même demande parce qu'on a réglé le problème, parce qu'on est sur la donnée rentrante, la donnée sortante. Enfin. Et puis justement, on parle un peu de données. En BIM, on a un terme qu'on aime bien utiliser, c'est l'open BIM. Est-ce qu'il y a de l'OpenFM? Moi, j'avais regardé à l'époque parce qu'on m'avait posé un peu des questions par rapport à des outils open source. J'avais vu qu'il y a un outil qui s'appelait OpenMaint qui existe, qui semble faire justement... C'est un outil open source pour faire du FM. Alors, est-ce que ça rentre dans le cadre d'un CAFM? Ça, je suis pas assez dans le domaine. Enfin, je suis pas dans le domaine, donc je peux pas évaluer. Mais est-ce que ça existe, cette notion? Alors, moi, je pense que ça pourrait exister. Par exemple, le logiciel que tu as dit, je pense, pourrait être utilisé mais moi, je pense à faible échelle, c'est-à-dire pour des demandes assez simples de ticketing, etc. Mais aujourd'hui, le CAFM, pour toute entreprise de facility management, est un produit de vente. C'est-à-dire, généralement, ils ne sont pas open source, ou très peu. C'est-à-dire, on peut même le vendre à un client, mais après, lui dire, attention, c'est-à-dire, on peut vous vendre notre logiciel, vous pouvez l'utiliser, mais il n'est pas exploitable comme un open source, c'est-à-dire rentrer, le modifier. Si vous voulez le modifier, il faudrait passer par nous, donc rajouter, etc. Donc, ça reste assez clos. Et typiquement, dans toutes les entreprises, c'est comme ça. Et généralement, par exemple, quand un propriétaire change de provider, de facility manager, il est quasiment généralement obligé de changer tout son outil de ticketing. C'est-à-dire vraiment, maintenant, n'allez plus sur le site de telle entreprise, maintenant il faut aller dans ce site-là, etc. Et après, du coup, il y a des formations pour leur expliquer comment on utilise notre logiciel. Mais c'est un outil de vente. Si on n'a plus ça, c'est quand même une grosse partie de notre activité. Ouais, donc ça veut dire que vous avez en fait en interne développé votre propre outil global, ouais, où vous avez derrière des services qui tournent, mais surtout vous avez une plateforme client. Et puis en fait, c'est via aussi cet outil-là que vous intervenez. Exactement. Après, par contre, il y a des réflexions autour du OpenFM, par exemple sur un point de vue un peu plus territorial, où là, on essaye justement de comparer sur différents endroits, de mutualiser pour voir les bonnes pratiques. Mais c'est vrai que il n'y a pas ce besoin d'avantage concurrentiel que pourrait l'avoir une entreprise ou un bâtiment privé qui veut justement conserver ses données, les étudier, s'améliorer, etc. Mais encore une fois, je pense que les enjeux sont moindres sur ce genre de thématique. Mais oui, si on attaque le facility management d'un point de vue beaucoup plus, on va dire, avec un intérêt public, je sais que c'est en traitement, mais c'est vrai que d'une manière générale, il y aura toujours une demande qui va être faite avec une entreprise privée qui a développé ses propres choses. Et c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait reçu une demande pour du FM anticipatif où la personne demandait d'avoir sa licence pour le CAFM, et ça choquait l'entreprise. Parce que justement, l'entreprise, c'était son... Mais elle a dû revoir un peu son système d'édition pour pouvoir proposer ça. Ouais. J'ai une autre question, parce que là, on parle d'OpenBIM. Dans l'OpenBIM, il y a aussi le format IFC, qui est ouvert, en fait. Est-ce qu'il y a un format aussi ouvert, peut-être, dans l'FM? Alors, très honnêtement, jamais... À part le Kobe. Non, jamais vu pour... on a quand même pas mal de sites, on a quand même eu jamais entendu... Non, il n'y a pas de format un peu transverse qui fait... Non, qui discute avec tous les CAFM. Sincèrement, c'est... Moi, j'en ai pas conscience. Et je pense que ça ne devrait pas exister. Je ne pense pas, parce que chacun a son CAFM. Ouais. Mais du coup, justement, quand vous reprenez un mandat, par exemple, qui était déjà en exploitation dans un autre CAFM, il y a une migration qui doit se faire.
Exactement. Alors exactement. Puis dans cette migration, finalement, c'est pas juste les datas existantes, c'est aussi tout l'historique des tickets, tout l'historique des sujets, des cas en cours. Donc là, vous êtes certainement obligé de passer par des passerelles, alors soit des passerelles, soit des formats ouverts. Alors les formats ouverts, ils y sont pas. Généralement c'est le propriétaire qui nous fournit la donnée. Mais pour englober encore plus cette idée-là, parfois il y a un système de ticketing, donc de CAFM interne chez le propriétaire qu'il veut garder. Et donc nous, quand on arrive également sur le site, il y a un doublant. On remplit à la fois son CAFM à lui en interne, et ça arrive souvent, et on remplit en doublant le nôtre. Parce que de par leur construction, ils ne communiquent pas ensemble, et de l'utilisation de la donnée qui est derrière n'est pas pareil. Eux, ils en ont besoin pour leurs propres outils d'analyse, et nous, on en a besoin pour les activités de nos techniciens, les activités du helpdesk, notre suivi également de qualité, etc. Donc ça nous arrive souvent de se retrouver avec deux outils et qu'on remplit en doublant. Ce n'est pas l'idéal. Le meilleur, c'est que ça communique très facilement quand on remplit un, le deuxième il est rempli, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, de ma connaissance, j'en ai pas vu. Très honnêtement, dans le Facility Management, pour les gens qui s'intéressent à la donnée, moi je suis très data enthousiaste. C'est assez aberrant des fois. On a des situations mais complètement burlesques. Faut le dire tel quel, parce que la sécurité a besoin de sa plateforme, l'IT a besoin du sien, le FM va avoir besoin du sien, mais parce que c'est des verticales différentes, on va pas avoir d'éléments communs et on va faire des doublons d'action et de saisie même des fois pour que chacun ait la donnée qu'il a besoin pour le même objet. Et ça arrive assez souvent. Hein. Et donc, il y a un travail énorme, parce qu'en fait, maintenant, on cherche l'efficience aussi. Parce que là, si on fait à chaque fois le même travail, on n'est pas du tout efficient. On n'est pas du tout efficient. Et pour rajouter encore une couche à ça, c'est typiquement un cas très, très simple. C'est une personne qui a une problématique sur son PC. Normalement, elle doit contacter le IT de l'entreprise. Parce que nous, on n'a pas la main sur la gestion des matériaux, des PC, etc. Donc en fait, c'est là où c'est complètement aberrant. Il arrive qu'ils se disent bon, c'est du service généraux. Donc je contacte l'entreprise Facility Management qui ouvre un ticket. Et ce ticket-là dit en fait, ce n'est pas pour nous. Il faut le fermer. Il faudrait réouvrir par l'IT. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, il faudrait que un ticket qui est ouvert, qui est dénominé comme IT, soit transféré à l'IT et que l'expérience client. Ce n'est pas à lui de se dire mais j'en suis où sur mon ticket que j'ai ouvert il y a 2 semaines. Il regarde, il dit ça a été clôturé, mais pourquoi mon PC marche toujours pas? Je les appelle, c'est pas chez nous, j'ai ouvert un ticket. Faut ouvrir un ticket à l'IT. Et l'IT, faut lui ouvrir. Donc ça en devient. Mais c'est là où il y a une aberration totale parce que comme il disait. Michael, c'est-à-dire il y a un système de ticketing IT, il y a un système de ticketing interne à l'entreprise, un qui est chez nous. Nous, il n'est pas dissociable de nos métiers et chacun, il n'est pas dissociable. Mais pour communiquer... Donc, du coup, c'est tout en silo, des formats bien spécifiques. Des formats donc, en silo, tout à fait. Ouais, donc, une grosse opportunité, finalement, pour des entreprises comme la vôtre, ce serait de faire un système qui s'interface, on va dire, au mieux, qui est suffisamment flexible pour s'interfacer avec ce qui est existant chez le client et aussi ce qui est existant avec peut-être d'autres providers du client. Oui. Alors ça c'est moi je reprends la casquette commerciale. Ça c'est d'un point de vue technique et c'est de la bonne conscience voudrait ça. Mais si je prends la partie commerciale, le rôle ça serait que notre outil devient prépondérant et qui répond à toutes ces demandes là. Parce que en faisant ça donc tu as la main sur toutes les activités et ça devient encore un peu plus compliqué de sortir. C'est le principe de la boîte noire que font très, très souvent les fournisseurs de rang 1 dans l'automobile. C'est-à-dire, quand ils te vendent un produit de full brake system, par exemple,
le but chez eux, ce n'est pas forcément qu'ils communiquent avec tous les autres, c'est de te vendre toute une chaîne globale. Et ils te disent, ne t'inquiète pas par rapport à ça, nous on gère de A à Z mais on te vend une boîte noire. Et c'est ça l'objectif réellement commercial, ce n'est pas forcément l'ouverture, l'open source, qui devrait être comme ça d'un point de vue monde merveilleux, etc. Voilà, on est tous open source, tout le monde communique. Mais si on doit créer du business, il faut moins créer de concurrence. Et pour faire ça, il faudrait plutôt enlever les autres et dire, bah, nous, il fait ça, il fait ci, donc enlever les autres et mettez un peu plus notre logiciel. Malheureusement, c'est comme ça. Moi, je reprends mon CAS, parce que c'est marrant, parce qu'on est en train de phaser toutes les phases de mon CAS. La dernière phase de mon CAS, c'est la gouvernance des données. En fait, quand on parle de FM anticipatif, etc., ça résout certaines choses, mais en fait, on se rend de plus en plus compte que ce soit de la conception, de la construction, de l'exploitation, la notion de gouvernance de données, elle est aussi silotée, en fait. Elle est très silotée. Alors que c'est un sujet très transverse. Et cette gouvernance des données, bien effectuée, bout à bout, enfin, en finalité de mon cas, je dis, est-ce que la gouvernance de données va permettre de valoriser la donnée ? Et en fait, l'objectif pour valoriser la donnée, c'est de faire comprendre à tous les acteurs concernés tout au long des différents cycles la valeur de ces données et comment la valoriser. Bien sûr, elle est contextuelle, bien sûr qu'elle évolue en fonction des éléments. Donc, on avait fait un petit cycle d'itération avec les archivages de données, etc. Mais ce qu'on se rend compte, c'est vraiment, en tout cas de la part du propriétaire, du mandataire, puis après du maître d'ouvrage et de l'exploitant, est-ce qu'il a bien en compte et est-ce que tout le monde prend bien en compte cette notion de gouvernance des données et la valeur de données in fine. Et là, on va se poser les bonnes questions. Là, on va pouvoir faire du anticipatif aussi sur la gestion des données par vertical métier. Et là, on va pouvoir trouver des solutions qui vont permettre cette interopérabilité. Mais si on ne pose pas ces questions-là, c'est sûr que chacun va rester sur ses verticales et on sera toujours dans ces difficultés de communication autour de la donnée. Et je voudrais compléter ce que dit Michael, c'est après le rôle d'une entreprise, ça serait que cette gouvernance de données, elle lui soit adressée. Typiquement, pour ne pas citer Apple, c'est-à-dire si on a un écosystème complet, Apple, la communication des données entre elles, elle se fait mais d'une simplicité incroyable. Mais n'empêche, ils ne sont pas ouverts à tout autre système. Et le but, c'est de se dire, commercialement, encore une fois, en appel d'offres, c'est de se dire, voilà, prenez tout l'écosystème, vous allez voir que ça va fonctionner de A à Z. Mais le but n'est pas forcément que les données communiquent entre elles et qu'elles soient dispatchées et ouvertes. En tout cas, ce n'est pas l'idée globale. En tout cas, c'est pas... Non, ça, c'est après, mon impression. Hein. Après, c'est sûr que c'est un investissement. En fait, c'est toujours un peu pareil. C'est un investissement du propriétaire, du mandataire, qui, avec les parties prenantes autour de son projet, va se dire peut-être que je vais aller un peu plus loin dans la maintenance de mes données, que je vais aller un peu plus loin dans mes recherches autour de la donnée pour valoriser ma donnée à moi, in fine, et valoriser mon patrimoine numérique, parce que c'est de ça qu'on parle ici avec le bâtiment. Mais ça, c'est des investissements supplémentaires. Qui va faire aller un peu plus loin le concepteur, qui va faire aller un peu plus loin le constructeur, qui va faire aller un peu plus loin les exploitants et les verticales autour des exploitants. Et ça, forcément, c'est de l'investissement aussi supplémentaire. Mais est-ce qu'au final, il n'aurait pas valorisé x10, x20 son patrimoine numérique, par exemple, si on parle de ça? Après, tu vois, moi, je vois ça, on va dire, à mon échelle dans notre développement de projet. À l'heure actuelle, une de mes priorités, c'est justement de dire comment je fais pour pouvoir faire mon travail et ne pas être captif au niveau de mes données. Parce que pour moi, c'est une problématique, parce qu'on nous demande justement d'être dans des sociétés de plus en plus agiles, d'avoir de plus en plus de flexibilité, de pouvoir justement faire des tâches de plus en plus rapidement. Et puis, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles solutions, il y a des nouvelles technologies qui sortent régulièrement. Si je ne maîtrise pas le format de mes données et que je ne maîtrise pas finalement ma data, peut-être que l'outil que j'utilise aujourd'hui, c'est plus le bon demain. Par contre, la personne à qui je travaille, je suis très content de travailler avec lui. Donc en fait, ce n'est pas forcément sur l'outil que j'aimerais être en relation avec lui, c'est plutôt sur ce qui m'apporte et comment on travaille ensemble. Par contre, sur finalement, le logiciel ou ce genre de choses, si ensemble, on voit que demain, il y a un logiciel qui est plus performant, moins énergivore, peu importe la raison qui nous font choisir un autre outil, j'aimerais qu'ensemble, on puisse aller vers cet outil-là.
Et puis ça, c'est finalement des choses qu'actuellement, dans tous les projets qu'on développe, on commence à se poser ces questions-là. On va se dire, on part avec un outil, finalement, on est dépendant des mises à jour des licences, peut-être des nouveaux systèmes de licences qui arrivent, de la politique tarifaire qui évolue. Et puis ça, c'est toutes des choses où finalement, il n'y a que le fournisseur qui a la main dessus. Parce qu'une fois que tu as tes données qui sont captives dedans, tu fais que de subir en tant que, on va dire, propriétaire. Et puis, si tu subis, et tôt ou tard, ta confiance ou bien justement la relation que tu as avec ton fournisseur de service, elle va s'altérer. Après, c'est de quel côté on est au niveau du miroir, en fait. Si une entreprise, en fait, elle est... parce que c'est vrai qu'en tant que propriétaire, moi, j'aimerais avoir la flexibilité, encore une fois, dire dans un monde merveilleux, vraiment la flexibilité de changer de A à Z de n'importe quel outil, et j'ai les données qui se transfèrent, etc. Mais d'un point de vue fournisseur de produits, je pense que lui, son objectif, c'est que on continue à utiliser uniquement son produit, et plus on est dépendant, plus c'est bénéfique pour un fournisseur. Encore une fois, si je prends par exemple les lecteurs de batch dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le système est tellement fermé que pour faire une extension de production, c'est soit on est obligé de changer toutes les têtes de lecteurs de batch parce qu'il ne va pas communiquer avec un autre prestataire, soit on est obligé de continuer avec tel prestataire. Donc, vendre un produit pour lequel qui ne communique pas avec un autre, qui n'a pas de données ouvertes et pour lequel on ne peut pas après extraire toute la donnée, c'est potentiellement aussi l'objectif des entreprises à forte concurrence et pour lesquelles ils doivent garantir une continuité de leurs produits. Tu vois, en fait, il y a deux facettes. Il y a celui qui produit le produit, qui veut en fait garder le client et même après créer une relation de confiance, etc. Mais attention, il parle déjà mal la relation de confiance. Si tu le restreins déjà, tu dis t'as pas le choix de ne pas changer, t'es obligé de rester avec moi. Si tu changes, ça va te coûter plus cher. Ta relation de confiance va être dégradée, va être plus être là, tu vois. Alors ça c'est vrai, mais par exemple si tu dois, si tu dois basculer, je prends un milieu complètement externe comme ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Si tu prends la téléphonie, tu as ton iPhone et tu veux basculer sur du Android, malgré que l'Android c'est open et qui est utilisé un peu partout. Donc rien que transférer les contacts de l'un à l'autre, la complexité, ça devient de plus en plus simple parce qu'il y a eu quelques bidouillages et ça devient un peu plus simple. Mais le transfert, quelle est la relation de confiance que crée Apple en disant moi, tu rentres dans mon écosystème, tu vas vivre la meilleure expérience utilisateur, mais attention, si tu pars, tu perds beaucoup. C'est là où, en fait, la relation de confiance, comment elle se crée. Et après, le marché a fait que, en tout cas sur certains métiers, que les produits se soient refermés et protégés. Parce qu'un produit qui est ouvert, qui est open source, il perd très vite de sa valeur. Je pense, encore une fois, ça n'engage que moi, mais en tout cas, c'est comme ça que je... Après, après, c'est un autre domaine, plus l'informatique. Il y a beaucoup de produits open source. En fait, le produit est libre d'accès et gratuit, presque. Mais simplement, tu as des entreprises qui profitent de ce noyau-là et qui créent un service. Et donc, du coup, il y a forcément derrière, il y a du business derrière. Mais le produit reste disponible pour tout le monde. Ils ont créé une spécificité parce qu'ils ont besoin de ce produit-là, mais avec un service différent, qu'ils ont pu créer un business. Il y a plein de choses, mais... C'est vrai que si tu prends la distribution Linux Red Hat, en fait, ça fonctionne sur ce principe-là. Donc, c'est-à-dire, eux, ils ont leur distribution que tu peux télécharger, installer pour ton entreprise, etc. Mais effectivement, derrière, eux, s'ils disent, si tu ne sais pas mettre à disposition, par exemple, de l'infrastructure, on le fait à ta place, sur base de nos produits. D'accord, ouais. Mais on te fournit le service qui utilise notre produit. Si tu as besoin de faire une mise en place très personnalisée puis que tu n'as personne qui sait le faire en interne, nous, on a les gens compétents qui savent le faire. Puis en fait, ils deviennent prestataires de services et plus de produits. Oui, ouais. Enfin voilà, alors ça, c'est des exemples.
Après, je comprends très bien l'exemple. Et puis, il y a aussi des avantages. Alors, des gens qui fournissent un produit qui maîtrisent de A à Z, qui est fermé, etc. Ben, comme tu disais l'exemple de Apple, je comprends très bien. Il y a des gens qui ont tout l'écosystème. Rien que le fait, par exemple, du iMessage sur Apple, ben, ça empêche certaines personnes, même s'il y a plein d'alternatives, Signal, Trema, etc. Volontairement, je ne vais pas citer les autres. Je connais bien Sven. Ben justement, il y a plein d'alternatives, mais des gens, ils se disent, ben, mes amis, moi, je les contacte via iMessage. Et du coup, ça marche bien. Ouais. Et si je pars, je vais sortir de mon groupe d'amis qui utilisent ça et je vais devoir trouver un nouveau moyen de communiquer avec eux. Puis vu que c'est un effort de faire ça, ben, en fait, ils restent dans le système. Exactement. Donc, mais voilà, c'est aussi un confort, puis les gens aiment bien être dans le confort, donc voilà, il y a aussi un marché pour ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a, ben, comme tu disais, de plus en plus de gens qui se posent la question par rapport à la gouvernance des données, et puis ben, c'est des problématiques qui vont petit à petit venir. Merci d'avoir écouté la deuxième partie de cette interview avec Michael et Fouad. On leur remercie de cette conversation plus que constructive et on espère que ça t'a plu. Si tu as des conseils à nous transmettre, des thèmes ou des personnes que tu souhaites entendre, n'hésite pas à nous le faire savoir. Sur ce, à bientôt.